Madame, Monsieur, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La question des retombées minières au centre d'un entretien entre le Premier ministre, chef du gouvernement et le président du conseil d'administration de l'ITE International en séjour de travail dans notre pays. Hajj 2016, le premier convoi des pèlerins guinéens est en route pour l'Arabie Saoudite. C'est une compagnie turque qui assure le transport des pèlerins. Santé, une fillette de 6 ans souffre d'une tumeur cérébrale depuis 2 mois. Son état est très inquiétant. Les parents appellent à un secours d'urgence. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Merci de l'attention. Le président de la République a reçu en audience une mission israélienne conduite par son directeur général du ministère des Affaires étrangères. Au menu des entretiens, le renforcement de la coopération entre Conakry et Tel Aviv dans les domaines de l'agriculture, de la formation et des nouvelles technologies de l'information. Sanassi Keita. Sur le renforcement de la coopération économique entre la Guinée et l'Israël. Plusieurs domaines ont été à cet effet évoqués, comme surtout l'agriculture, l'éducation et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les deux délégations ont en tout cas exprimé leur volonté de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que les relations entre la Guinée et l'Israël connaissent une nouvelle ère, celle basée surtout sur un partenariat mutuellement bénéfique. Et juste après cette rencontre, l'émissaire du Premier ministre Benjamin Netanyahou, en compagnie d'une forte délégation, arrive au palais Sékou Touréa. Doré Gold, directeur général du ministère des Affaires étrangères israélien, est venu manifester au président de la République, Prosper Al-Fakondi, le désir du gouvernement Netanyahou de renforcer l'axe de coopération Conakry-Tel Aviv. 2 capitales qui avaient interrompu les relations diplomatiques il y a de cela 49 ans. Après 49 ans de rupture des relations, nous venons de reconduire les relations diplomatiques entre Israël et la Guinée. Nous avons besoin d'avoir un agenda diplomatique nouvelle pour l'avenir. Israël peut porter en Guinée des nouvelles technologies et des nouvelles idées pour le développement. Dans l'irrigation, dans l'agriculture, dans différents domaines d'activité. La haute technologie israélienne est appréciée par beaucoup de pays du monde, y compris les États-Unis. Et beaucoup de pays du monde se demandent comment diriger leur politique étrangère. Est-ce que par rapport aux intérêts des autres ou par leur propre intérêt? Et beaucoup reviennent vers Israël pour leur propre intérêt. Et la Guinée a une position très importante ici en Afrique et nous avons besoin de l'aide de la Guinée. Dans l'Union africaine, dans la CEDEAO et aux Nations unies. Chaque coopération, comme a dit votre président de la Guinée, que chaque coopération doit être basée sur la réussite des deux côtés, le gagnant-gagnant des deux côtés, et ça c'est la clé de la réussite. Nous allons suivre ces idées de Monsieur le Président de la République. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit Israël est revenu vers l'Afrique et l'Afrique revient en Israël, et ça c'est la clé de notre politique qui va être menée dorénavant. Plusieurs secteurs ont été évoqués au cours de cette rencontre, notamment l'agriculture, un secteur porteur de croissance auquel le président de la République manifeste une attention particulière. La présence du ministère des Affaires étrangères israélien en Guinée, évidemment le résultat de la visibilité de la Guinée aujourd'hui sur l'arène internationale. Tout cela est dû à cause de la personnalité du professeur Alpha Condé, qui ne cesse de vendre la Guinée sur l'arène internationale et qui surtout veut que la Guinée reprenne sa place non seulement au sein de l'Afrique, mais au sein du monde entier, à cause du potentiel que nous avons dans ce pays qui est gâté par la nature. Israël est là, nous venons de renouer, il n'y a pas longtemps, les relations diplomatiques interrompues depuis 49 ans. Ils sont donc là pour la concrétisation, la matérialisation
de ces rapports à travers ce que nous pouvons faire ensemble. Nous avons eu donc des réunions techniques avec les ministères intéressés. Vous savez que Israël a une technologie de pointe concernant l'agriculture, surtout la maîtrise de l'eau de l'agriculture. Israël a transformé le désert en un jardin d'Éden à cause de la maîtrise de l'eau. Et le président Alpha Condé souhaite que la Guinée, qui a de l'eau à profusion, puisse réaliser 3 cultures par an. Donc vous comprendrez qu'en la matière, nous sommes très intéressés, sans compter la formation que Israël peut faire dans tous les secteurs donnés. L'Israël est sinon le seul pays, mais l'un des rares pays qui donne la formation dans 5 langues qui sont l'anglais, le français, le portugais, l'arabe et le russe. Donc ils sont prêts à faire des formations aussi bien en Israël qu'en Guinée ici pour la formation de masse. Et vous savez qu'un peuple éduqué est un peuple enclin au développement. Nous avons donc besoin de ces formations et pour le matérialiser, ils vont rapprocher leur bureau de formation, leur organisme de formation appelé Machav, qui va venir s'installer dans leur ambassade à Dakar, rien que pour être près de la Guinée et pour pouvoir maximiser, n'est-ce pas, le quota de la Guinée qu'ils vont traiter en priorité pour donner la formation. L'arrivée de cette délégation israélienne à Conakry témoigne de la volonté du président de la République, professeur Alpha Condé, et du Premier ministre Benjamin Netanyahou de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et l'Israël, 2 pays qui avaient interrompu leurs relations diplomatiques il y a maintenant 49 ans. Le président du conseil d'administration de l'ITIE International est à Conakry. Il a été reçu par le Premier ministre chef du gouvernement. Les échanges ont porté sur le processus du fonctionnement et d'organisation de l'ITIE Guinée. Il a été question également des avantages liés à l'exploitation des ressources minières. Le résumé de cet entretien avec Hadi Kamara. John Frederick Ramphel, ancien Premier ministre suédois de 2006 à 2014, natif de Comté de Stockholm, est aujourd'hui président du conseil d'administration de l'ITIE International. En séjour de travail en Guinée, il a été reçu en audience par le Premier ministre Mamadi Youla pour discuter amplement du fonctionnement du processus de l'ITIE Guinée. L'ITIE est là pour l'utilisation de revenus au bénéfice de tous les citoyens. Donc c'est une norme internationale avec des exigences qui sont applicables à tous les pays qui mettent en œuvre l'ITIE, qu'ils doivent suivre et mettre en œuvre. La nouvelle norme de l'ITIE a des exigences qui vont au-delà de l'exigence traditionnelle des informations financières sur le revenu fiscal, mais aussi ça couvre toute la chaîne de valeur du secteur, notamment les licences, comment est-ce que les licences sont attribuées, les contrats et aussi à qui appartiennent les permis, c'est-à-dire les propriétaires réels. Occasion pour lui également de rappeler les atouts naturels dont dispose la Guinée. Alors ces ressources devraient permettre au pays d'assurer son développement socio-économique. On a vu que la Guinée a déjà publié un rapport de 2013 qui est déjà sorti, et il y a 2014 et 2015 qui doivent sortir bientôt. Et nous avons informé le Premier ministre que nous allons prendre une décision en octobre sur la validation de la Guinée, qui va vérifier la crédibilité des chiffres qui sont publiés. Le Premier ministre Youla a exprimé la volonté de son gouvernement d'accompagner toutes les activités de l'ITIE Guinée à travers le respect des engagements vis-à-vis des normes traditionnelles de la structure. La coopération entre la Guinée et la FAO s'intensifie et se diversifie davantage avec la signature à Conakry de 2 conventions. La première porte sur la valorisation des produits forestiers, la seconde est axée sur le développement du système risicole durable. Falilou Diallo a suivi la cérémonie. Ces conventions sont financées par la FAO à hauteur de 414 000 $ et par le Venezuela pour un montant de 5 millions de dollars américains. Elles doivent contribuer à créer des emplois et accroître les revenus des petits exploitants ruraux, notamment les femmes et les jeunes. Elles permettront de mieux valoriser le produit forestier non ligneux en vue d'accroître les revenus des ménages ruraux tout en préservant l'équilibre des écosystèmes forestiers. Elles permettront aussi de mieux développer des systèmes rizicoles plus productifs de façon durable, ce qui contribuera à renforcer le développement de la chaîne de valeur du riz en Guinée. Les productrices ou groupes professionnels impliqués dans la production du beurre de qualité et les vendeurs d'équipements de transformation des produits non lignés sont les bénéficiaires du projet. Le gouvernement guinéen salue cette initiative de la FAO.
Monsieur le Président de la République s'est assuré d'une assistance de l'ancien directeur de la FAO pour s'assurer non seulement qu'on est dans la même bonne voie, mais aussi pour s'assurer que nous profitons en tout cas de toute l'expertise dont dispose cette institution afin que nous puissions arriver à réaliser les objectifs qu'on s'est assignés pour ce qui est de la sécurité alimentaire en Guinée. 10 pays africains au sud du Sahara bénéficient des mêmes conventions. En ligne de mire, valoriser les produits forestiers non lignés et développer le système risicole des différents pays. Et puis l'autre image de l'actualité nationale, la deuxième session de formation des cadres de l'administration publique se poursuit au Conseil économique et social. La formation est axée sur l'intégrité et le leadership. Les précisions avec Yaya Silla. L'intégrité morale et professionnelle d'un cadre est un élément d'épanouissement vis-à-vis de son environnement. C'est du moins ce qui ressort de cette session de formation. Elle est organisée à l'intention des cadres du Conseil économique et social, de la primature et ceux du ministère du Plan et de la coopération internationale. La démarche vise à améliorer leur leadership en management. On tente de renforcer les capacités des fonctionnaires guinéens. Donc, on essaie de travailler sur leur leadership, sur leur capacité à gérer des projets et sur leur capacité à être des agents multiplicateurs d'une bonne gouvernance dans le service public. Donc, dans le cadre de cette formation-ci, ce qu'ils vont apprendre à faire, c'est concrètement comment améliorer dans leur quotidien, comment améliorer et instaurer de nouvelles pratiques pour s'assurer que le bien commun, en fait, soit toujours préservé dans les prises de décision qu'ils ont à prendre comme fonctionnaires. L'un des objectifs de cette rencontre est de renforcer la bonne gouvernance au sein de l'administration publique. L'autre volet devra permettre aux bénéficiaires d'être mieux outillés dans la lutte contre la corruption. Il faut se féliciter que le Conseil économique et social puisse être choisi parmi les institutions républicaines pour bénéficier de cette formation. En tout cas, au niveau du Conseil économique et social, chargé de conseiller le président de la République et conseiller l'Assemblée nationale, nous devons être imprégnés de cette notion d'éthique. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité d'une première formation tenue récemment à Conakry. Celle-ci abordait la problématique de gestion des projets. Les deux séminaires résultent d'une initiative du ministère des Finances avec l'appui de la Banque mondiale. Dans l'actualité encore, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, vient d'organiser un atelier de formation à Conakry portant sur les normes sécuritaires applicables aux élections. L'initiative vise à outiller les participants sur la sécurisation des opérations électorales. Makemed Nzo signe ce reportage. Les normes sécuritaires du processus électoral est l'objectif de cet atelier. Il porte sur la typologie des normes sécuritaires et juridiques applicables aux grandes étapes du processus électoral. La sécurisation des élections consiste en sa protection et avec le strict respect des règles et des lois qui le régissent. Chaque parti a ses éléments chargés de la sécurité. Alors, si on n'augmente pas l'effectif des policiers et des gendarmes qui constituent la Cour suprême pour sécuriser non seulement les personnes, mais les observateurs, il va y avoir toujours de l'exagération. Au cours de ce séminaire, le cadre normatif de la sécurité électorale est présenté. Il identifie le rôle des acteurs qui interviennent dans la sécurisation d'une élection. Plus l'environnement est sécurisé, plus l'environnement est transparent, plus les acteurs sont au fait des éléments constitutifs de la sécurisation, mieux les élections seront bien organisées. La sécurité des électeurs et du matériel pendant et après les élections reste un défi pour la CENI. Le respect des normes sécuritaires et juridiques contribue à la crédibilité du vote. L'ambassadeur de Chine en Guinée a visité ce lundi les installations de la RTG Coloma. Ici à Conakry, il était venu s'enquérir de l'état des équipements et la station terrienne réalisée dans le cadre de la coopération sino-guinéenne. Le besoin de formation a été exprimé par la direction générale de la RTG. Bernard Tonguino, reportage.
Depuis son arrivée en Guinée en 2013, c'est sa première visite à la RTG. Le diplomate chinois vient s'enquérir des installations de la radiodiffusion-télévision guinéenne. Ces médias de service public que la Chine contribue à entretenir depuis sa construction. Nous avons voulu le recevoir dans cette maison pour échanger avec lui, pour renforcer davantage la coopération qui existe entre la Guinée et la Chine. Et aussi dans cette coopération, la RTG occupe une grande place. La coopération chinoise vient d'achever la construction d'une centrale, d'une station terrienne qui nous permet aujourd'hui de nettoyer davantage l'image de la RTG, de faire en sorte que nous offrions à nos téléspectateurs des images de qualité, à nos auditeurs des sons de qualité. En visitant les différents équipements, l'ambassadeur de Chine échange avec les techniciens sur le fonctionnement de la maison. De la régie finale au studio, les salles de montage et diffusion, jusqu'à la station terrienne, tout est passé en revue. La coopération entre notre pays, les coopérations entre notre pays sont fructueuses. Dans le domaine médiatique aussi, par exemple dans le domaine de la télévision, nous avons déjà coopéré, nous avons déjà une bonne coopération. Et dans l'avenir, nous aurons une grande potentialité de notre coopération. Je crois que spécialement dans la coopération entre la télévision centrale de votre pays et avec la Chine, nous aurons beaucoup à faire aussi. Par exemple, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la coopération technique, je crois qu'il y a beaucoup de domaines à faire. Surtout, on peut échanger des émissions aussi. Cette visite du diplomate chinois est un autre témoignage de l'intérêt que la coopération sino-guinéenne accorde à la RTG. La première chaîne de l'audiovisuel public continue de bénéficier de l'expertise chinoise pour son bon fonctionnement. L'autre temps fort de cette édition, sur la nationale Koya-Kindia, les ponts Wankou 1 et 2 sont dans un état très critique. En attendant leur remise en état, des mesures idoines sont prises par l'État guinéen pour assurer la fluidité de la circulation et la sécurité des usagers. Le ministre des Travaux publics et des experts de l'Union européenne étaient sur le terrain pour faire le constat. Ansman Toumani Kamara nous fait le point. Sur la nationale numéro 1, Conakry-Mamou via Kindia, les ponts Wankou 1 et 2 sont respectivement au PK 65 et 68. Sur ce axe à très forte densité de trafic, ces deux ouvrages sont dans un état de dégradation très poussé. Les responsables du ministère des Travaux publics et des experts de l'Union européenne viennent constater les dégâts pour des solutions urgentes. Le pont a des problèmes parce que la culée côté Kindia est complètement fissurée et le tablier s'est déplacé. Donc il y a un éclatement total de la culée et le tablier aussi une inclinaison totale. Le ferraillage est sorti, le béton s'est éclaté. Franchement, cette culée n'est plus en bon état. En attendant la reconstruction, quelles sont les dispositions prises pour vraiment sécuriser les usagers et faciliter aussi le trafic? La première, c'est de sensibiliser les usagers afin qu'ils limitent les surcharges. Ça, c'est le premier. Deuxième précaution, nous allons mettre des panneaux de signalisation de part et d'autre de tous les deux ouvrages et mettre les limites maximales de vitesse pour éviter qu'il y ait de freinage brusque sur l'ouvrage. Parce que le freinage aussi, ça peut faire bouger encore davantage. Donc ça, c'est les premières précautions. Depuis 2012, des études financées par l'Union européenne ont révélé l'état de dégradation d'une dizaine d'ouvrages de franchissement sur ce tronçon de la nationale numéro 1. Il y a une dizaine d'années déjà, ces ponts avaient été diagnostiqués comme risquant certains désordres. Celui-ci, on vient d'avoir un sinistre. Le pont suivant, qui a 3 km, n'est pas en très bon état, nous l'avons vu. Et ces études qui ont été faites il y a une dizaine d'années, il faudrait maintenant les réactualiser et ensuite prendre une décision quant à la reconstruction avec 2 nouveaux ponts. En attendant l'installation des ouvrages provisoires et la construction de nouveaux ponts, la prudence est de mise et des pèses essieux sont installés pour contrôler le poids des gros porteurs.
Direction Mamonville-Carrefour, où le débordement du fleuve Bafing la semaine dernière a causé d'énormes dégâts sur les installations de la SEG. Conséquence, la ville est privée d'eau potable et une mission de la Société des eaux de Guinée s'est rendue sur les lieux pour évaluer les dégâts et trouver une solution idoine pour alimenter la ville en eau potable. Younoussa Tawel Kamara, Mamadou Patibaldi, reportage. Sorti de son lit la semaine dernière, le fleuve Bafing a causé d'énormes dégâts sur les installations de la SEG à Mamon. Cette mission de la Direction nationale de la SEG est venue évaluer les dégâts et trouver des mesures urgentes pour remettre ces installations en état. Nous constatons que toutes nos installations, à la suite de cette inondation, toutes nos installations, tous nos équipements sont envahis par l'eau. Et la conséquence directe, c'est l'arrêt de la production d'eau potable pour la ville de Mamou il y a au moins 3 jours. C'est le lieu également de rassurer la population de Mamou que ce phénomène dramatique qui a occupé tout le monde, la SEG prendra toutes les mesures nécessaires pour remettre en état ces installations pour que le fonctionnement puisse continuer. Pour éviter pareils dégâts sur les installations de la SEG à Mamon, plusieurs mesures sont envisagées par la mission conjointe du ministère de l'Hydraulique et de la Direction générale de la Société des eaux de Guinée. C'est la 4e fois que les installations de la SEG de Mamon sont affectées par le cru du Bafing. Le précédent cas remonte à 2012. Hajj 2016, le premier convoi de pèlerins guinéens a quitté Conakry ce lundi à 3 h du matin. Les 351 pèlerins guinéens seront transportés par la compagnie Turkish Airlines pour le royaume d'Arabie Saoudite. Pendant un mois, ils vont accomplir le rituel du 5e pilier de l'islam. Fatima Diallo a suivi l'embarquement du premier convoi de pèlerins à l'aéroport de Conakry ce matin. L'attente est longue. Depuis 10 heures, ces pèlerins attendent la restitution de leur passeport au centre islamique de Donka. L'opération prend du temps. Une fois le document de voyage et le bracelet d'identité acquis, les passagers procèdent au pesage des bagages. Le dernier acte avale l'embarquement à bord des bus pour l'aéroport. Depuis le matin, on est venu ici. Ce voyage de pèlerin, ce n'est pas facile, c'est un peu difficile. Donc, il faut qu'on ait l'habitude de ça. Puisqu'on va voyager avec de ça, on doit continuer comme ça. Depuis 10 heures. Pour nous, le Hajj a commencé. On n'appelle pas ça souffrance. Et dans le bus, on s'apprête pour prendre l'avion. On vous demande de prier pour nous, pour la traversée. À 22 heures, c'est le moment de dire au revoir aux parents. Puis, c'est le contrôle des bagages. Les autorités religieuses supervisent cette opération pour éviter l'envoi de produits interdits sur le territoire saoudien. Aujourd'hui, on a convoqué les 4 convois. Je vous dis aujourd'hui que à 2 h du matin, maintenant là, le premier vol va quitter. Le second, ça serait à midi. Et ça sera à 6 h du matin. Et le 3e à midi. Et le 4e à 22 h. Alors, pour ça, on ne peut pas ne pas rester un peu longtemps pour mettre l'organisation en place. Pour ce premier convoi, 351 pèlerins, dont une dizaine de guides et un délégué médical sont à bord de l'avion affrété. Cette année, 7200 pèlerins guinéens sont attendus à la Mecque pour le Hajj. Mais le nombre d'inscrits n'a pas encore atteint les 6500. En plus bref, une cérémonie de lecture du Saint-Coran se tiendra du 24 au 26 août prochain à la grande mosquée d'Elhadji Oumar Tall de Dinguiraye. Les fidèles religieux entendent implorer la grâce divine pour qu'il répande sa miséricorde sur notre pays. Santé, une fillette de 6 ans souffre d'une tumeur cérébrale depuis 2 mois. Son état est très inquiétant et les parents n'ont pas les moyens pour assurer la prise en charge de leur fille. L'enfant se trouve à l'hôpital sino-guinéen. La rédaction du journal télévisé tire la sonnette d'alarme. Ça à Maratono, Omar Kamara. Fatoumata Baldé a 6 ans. Depuis des mois, elle souffre de la tumeur cérébrale.
Après quelques consultations dans certains hôpitaux et cliniques de la place, Fatoumata est aujourd'hui admise à l'hôpital sino-guinéen où elle a déjà subi une première opération. Nous avons reçu cette fillette dans un état, disons, avec des signes neurologiques déjà installés, c'est-à-dire somnolence. À son admission, nous avons d'abord réévalué la patiente, d'après les signes dont je viens de vous décrire. Et ensuite, nous avons demandé cette fois-ci un scanner avec injection pour pouvoir bien visualiser la néoformation, afin de pouvoir faire un certain nombre de différences avec d'autres maladies. Alors, tenant compte des données du scanner réalisé avec injection, nous avons vu d'abord qu'il y avait une hydrocéphalie, c'est-à-dire la présence de l'eau excessive dans la boîte crânienne, qui normalement doit exister, mais lorsque la pression, lorsque l'augmentation est énorme, ça constitue ce que l'on appelle l'hydrocéphalie. Et cette hydrocéphalie a été consécutive à cette tumeur, c'est-à-dire la tumeur, la localisation de cette tumeur a été, comment on appelle, le blocus de la circulation du liquide cérébro-spinal dans le cerveau. La tumeur est une masse de cellules anormales qui se multiplient dans le cerveau de façon incontrôlée. À une phase aiguë, la maladie se manifeste généralement par des crises répétées qui entraînent parfois la paralysie. Le mal de Fatoumata a atteint cette phase. En dehors de cette réanimation dont je viens de parler, il faut aussi associer au traitement adjuvant. Après la chirurgie, il faut penser à faire la radiothérapie, puis la chimiothérapie. Avant de dire quoi que ce soit par rapport à cette prise en charge. Thierno Mamadou Baldé, père de la patiente, tient à sauver sa fille. Mais le coût de la prise en charge devient élevé. Je demande maintenant un SOS à tous les bonnes volontés. Les structures sanitaires qui s'en occupent pour les enfants déshérités, de venir au secours pour qu'il y ait une prise en charge pour son évacuation et sauver sa vie. Là où elle est, vraiment, je suis à toi. Selon les statistiques de l'OMS, en 2012, 14,1 millions de personnes souffraient de cette maladie dans le monde. En Guinée, les statistiques ne sont pas connues, mais les cas de tumeurs sont nombreux. SOS donc pour cette fillette de 6 ans, Fatoumata Baldé. Plus de 3 millions de dollars destinés aux survivants d'Ebola. C'est un geste des partenaires de la Guinée qui vise à faire de la prise en charge psychosociale et le relèvement socio-économique une réalité. 120 assistants sociaux suivent une formation à cet effet pour être déployés sur le terrain. Nous y reviendrons dans de prochaines éditions d'information. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.